avec enthousiasme et passion avec la question de la communication engagée. Voilà. Mais très bien, très bien, très bien. Prenez place, merci. C'était très bien. Ah, ouais. Peut-être ici, monsieur, comme ça on va vous laisser ensemble, comme ça vous êtes inséparables. Venez. Voilà. Voilà. Alors merci pour votre attention et votre présence. Je sais que c'est pas forcément facile d'être là aujourd'hui, mais vous avez bravé les conditions parce que on aime la mode et la mode est très à la mode, comme on peut le constater. Alors autour de cette table ronde, qui n'en est pas une, mais en tout cas de cette conversation, le thème c'est le temps d'une communication engagée. Avec autour de moi, je vais commencer évidemment par les dames. Amélie Poisson, vous êtes directrice de la communication et du marketing à la Redoute. Esther Manas et votre camarade Balthazar Delepierre, vous êtes fondateur de la marque et de la ligne Esther Manas, qui porte votre nom. Michael G, vous êtes le CEO de Launchmetrics. Et puis, tout à fait à ma gauche, Guillaume Delacroix, qui est le fondateur et le CEO du bureau de communication DLX Paris. Jusqu'ici, pas d'erreur. J'ai confondu personne. Tout va bien. Alors, on peut démarrer. Alors, évidemment, la communication et la mode entretiennent, je dirais, un flirt très poussé depuis toujours. Mais depuis quelques années, quand même, depuis quelques même mois, je trouve que ça s'intensifie. Communiquer autour du vêtement revêt une nouvelle dimension, vraiment, dans les dernières années qu'on a connues. Celle de l'engagement, évidemment, de la responsabilité sociétale. Le consommateur est exigeant. Le consommateur est instruit, le consommateur est conscient. Qu'il s'agisse évidemment d'écologie, on a déjà parlé beaucoup aujourd'hui, et tant mieux, d'inclusivité, on verra ça particulièrement aussi avec Esther, même si je sais qu'elle n'aime pas qu'on la réduise à cette question-là, parce que comme ça va nous faire des débats. Et puis évidemment, il y a aussi les conditions de travail des salariés, je pense évidemment à la Redoute, qui est aussi un secteur industriel, le Nord, Merci, Roubaix. Edouard, pour ce sujet. Voilà, et c'est des choses auxquelles on pense aujourd'hui quand on achète un vêtement. On ne fait pas que plaisir, on a aussi la question de l'engagement et du comportement d'une marque. Et puis on verra aussi avec vous, cher Mickaël, comment on peut analyser, quantifier tout ça et comprendre un peu les choses de façon aussi scientifique. Alors, pour démarrer, j'ai envie de poser une question à Guillaume. Ça va, Guillaume? Non, très bien, parce que évidemment, c'est plein de bonnes intentions qu'on veut parler de l'engagement. Mais est-ce que toutes les marques ont forcément besoin d'une communication engagée? Je me fais un peu la mouche du coche. Est-ce qu'il y a des marques aussi qui se sont créées sur cet ADN-là? Je pense évidemment à Esther. Mais il y a aussi des grosses maisons qui sont un peu en train de prendre le train en route et qui courent après le wagon. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire déjà là-dessus? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est indispensable? Ou est-ce qu'il y a des risques aussi? Je pense que s'ils le font aujourd'hui, c'est certainement déjà trop tard. Et non, en fait, pour commencer, je pense que si on parle de communication et de toutes ces questions de développement durable, les choses sont arrivées extrêmement vite. Il y a 3 ans, nous, on a commencé à aborder ces sujets-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens ne voulaient absolument pas en parler. La presse ne voulait absolument pas en parler. Ils estimaient qu'en fait, les lecteurs, ils ne voulaient pas qu'on leur parle de, entre guillemets, je cite une journaliste, la fin du monde. Du coup, on voit en fait à quel point les choses ont changé extrêmement rapidement. Pour répondre à votre question, il y a des marques et des groupes qui sont obligés d'aborder le sujet à cause des dimensions de leur business. Et il y a des marques pour qui c'est pas un sujet. Et il y a d'autres marques qui, en fait, c'est tellement des valeurs intrinsèques qui portent depuis le début. Nous, on représente notamment des marques qui portent justement ces valeurs de développement durable depuis 1996. Donc, pour eux, c'est même pas des questions. Vous pensez à qui, par exemple? On peut le citer, une marque chinoise qui s'appelle iCycle et qui, en fait, eux, ont démarré depuis le début avec ces principes-là. Donc voilà, non, c'est pas un sujet pour tout le monde. Et justement, les gens qui veulent absolument se jeter dans le jeu, mais on en parlera justement. On en parlera un peu plus tard. C'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui des risques, avec aussi, là on n'a pas le CSA aujourd'hui, mais dans la mode on a tous les jours les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a des risques de bad buzz et d'une communication ratée et pire qu'une non-communication. On abordera évidemment ces sujets ensemble. Esther, je me tourne très vite vers vous parce que notre entretien d'embauche, quasiment qu'on a eu ensemble, était passionnant parce que vous êtes parfois en colère.
Et vous m'avez dit on dit souvent comme ça que la mode est précurseur, que ça dicte les tendances, peut-être même les comportements sociaux. Et là, vous mettez un peu le point sur la table, et vous me direz si j'exagère pas un peu, mais vous dites que carrément là, elle doit se bouger, rattraper son retard, se réveiller, parce que la clientèle est en avance sur la mode, sur ces questions de l'inclusivité. On parlera plus précisément avec vous aussi d'une mode faite pour tous les corps, faite pour toutes les femmes. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce qui était un complexe avant, chez les femmes, est devenu un engagement. Oui, je crois qu'aujourd'hui, chaque femme femme, homme évidemment, mais comme je fais de la mode féminine, je me positionnerai plus là-dessus, a le droit à s'habiller et à choisir, a le droit de choisir, a le droit de désirer et ne doit pas être influencée, dans mon cas, par la taille, par un manque de propositions. Et donc, du coup, elle réclame sa place. Et je crois qu'il est grand temps de les écouter toutes. Bien sûr. Donc, et est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, justement, les clientes sont bien en avant, et puis les fans de mode aussi bien en avant sur certaines grandes enseignes, et que ce n'est pas seulement le fait de ne pas trouver des vêtements, c'est une colère aussi peut-être de dire de ne pas s'être représenté aujourd'hui par la mode? Je crois qu'effectivement, quand on rentre dans une boutique aujourd'hui, et ça a été mon cas, donc c'est vraiment un témoignage, et que on nous dit tout simplement qu'il n'y a juste pas votre taille, il n'y a pas la bonne proposition, qu'on vous regarde de haut et qu'on vous demande juste poliment de partir, je crois que ça devient un vrai souci, et c'est assez humiliant et c'est assez décevant qu'en 2019, alors qu'on crie haut et fort que tout le monde a sa place, que tout le monde a des droits, etc., qu'on en soit encore là. En fait, c'est juste dommage. Mais on verra en plus avec Mickaël, peut-être plus précisément après, que chez la jeune génération, chez les influenceurs sur lesquels vous travaillez beaucoup, il est difficile aujourd'hui d'ignorer les réalités de la société, même dans un magasin de vêtements. On va quand même déjà donner la parole à Amélie Poisson, donc je rappelle directrice marketing et communication à La Redoute. On parle beaucoup, alors vous, il y a du volume quand même, La Redoute, c'est pas une petite maison. Donc la question de l'environnement, par exemple, sur la communication se pose, et vous m'avez dit très courageusement que vous préféreriez vous taire tant que vous n'êtes pas prête. Voilà, c'est assez honnête. Comme vous y allez. Alors juste peut-être, juste pour aller rebondir sur Esther, parce que c'est un sujet qui est au cœur de La Redoute, l'inclusivité et le body positive. Et en fait, c'est vrai qu'en tant que finalement e-retailer, parce que les femmes rondes ne trouvent pas leurs propositions dans les magasins, et moi aussi j'y suis confrontée. Du coup, c'est vrai que depuis toujours, et là, on va reparler de l'ADN des marques par rapport à Guillaume, c'est ça. Et je suis complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire que le sujet, c'est d'être complètement aligné avec son ADN. Et donc, La Redoute, par exemple, on vend énormément de taille entre 42, 46, 48. On a des collections qui montent jusqu'en 50, 52, voire des produits jusqu'en 64. Donc, on se pose pas ces questions. Bien au contraire, parce que ça a toujours fait partie de l'ADN de La Redoute de proposer à toutes les femmes une mode accessible. Donc on n'est pas les seuls, mais c'est vraiment un sujet qui nous tient fortement à cœur. Et en fait, je rebondis juste là-dessus. Je suis désolée, je vous mets non, mais c'est pas grave. Mais parce que le sujet avant, c'était vraiment de se dire, on avait tendance aussi, à tort, je pense, parce que le monde a évolué, à séparer les choses, à dire il y a la femme en gros en 38 et il y a les femmes rondes, voire très rondes. Et je pense qu'aujourd'hui, notre société, le reflet de la société est que on se mélange et puis que la femme évolue aussi. Elle devient maman, elle peut prendre de taille, etc. Elle peut maigrir aussi à des moments. Et on change, heureusement. Et du coup, tout ça se mélange. Donc, on envisage ça de façon beaucoup plus inclusive et beaucoup plus positive. Pour revenir sur l'environnement, bien entendu, une marque comme La Redoute, on est dans on va dire dans l'access. Et le sujet, c'est surtout pas de tomber dans le greenwashing et surtout pas ne pas raconter aux clients qui sont très éduqués ce qu'on n'est pas. Donc ça, c'est très important. Donc on va pas communiquer avant de faire. Après, on ne peut pas se taire, pour reprendre vos mots aujourd'hui. C'est une question. Voilà. Non. Donc pour moi, on ne peut pas se taire et faire l'autruche. Ce serait une vraie erreur. Notre rôle, c'est en tout cas d'avancer avec la société et parfois de faire des choix. J'ai écouté la proposition d'avant. On va pas revenir sur le Black Friday, mais du coup de faire des choix. Donc le sujet, c'est plutôt de dire, on sait, et nous quand on interviewe
j'interviewe nos clientes, qui représentent à peu près, quand je fais une étude sur un panel de clientes La Redoute, j'ai les mêmes résultats que sur les Françaises en général. Voilà, j'ai cette chance d'avoir le reflet de la société dans mes clientes. Et en fait, il y a des choses qui comptent énormément aujourd'hui, comme la santé. Et si vous voyez où en sont, évidemment, les cosmétiques, la santé ou l'alimentaire sur ces questions-là, le prochain, c'est la mode. Voilà. Donc la question, c'est qu'on est tous obligés de s'y préparer et c'est très bien, ça demande à tous, mais vraiment tous à la fois de l'accès au luxe, d'envisager autrement nos métiers. Et après, sur la communication, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à l'accompagner de preuves, donc on est prudent sur la question. Vous avez raison, mais c'est vrai que vous m'avez expliqué de façon fort passionnante qu'on ne parlait pas beaucoup encore de santé, effectivement, quand on parle de vêtements, mais que ce sera probablement le prochain sujet, après l'écologie, l'inclusivité. La responsabilité aussi des entreprises va être à ce niveau-là, effectivement, du bien-être du consommateur quant aux éventuels dommages que pourrait créer le contact entre un client et un vêtement. Alors, on va donner la parole à Michael G. Vous êtes donc patron de Launchmetrics. Vous avez donc cette espèce d'outil merveilleux qui permet un peu d'auditer l'influence des influenceurs, si je puis le dire comme ça. En tout cas, de voir quels sont leurs rôles dans leur communication, de les identifier. Est-ce que pour vous, l'influence, c'est de la communication? Déjà, en termes très généraux. Oui, je pense que, en fait, si vous voulez, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, la raison pour laquelle les influenceurs ont pris cette part prédominante, c'est que, bien évidemment, la clientèle finale des marques de la mode, du luxe et de la beauté ont changé. On le disait tout à l'heure, 50% vont être dits millennials, donc ça veut dire que les vecteurs de communication, les écrans qui sont regardés, ne sont pas les mêmes par ces jeunes-là. Je pense que c'est même une banalité maintenant aujourd'hui de le dire, mais c'est vrai qu'il y a eu un temps pour les marques de s'adapter à cette nouvelle communication. Et donc du coup, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pendant les dernières années, les marques du secteur de la mode, du luxe et de la beauté ont délégué quelque part la communication vis-à-vis des générations Y ou Z aux influenceurs. Et donc c'est la raison pour laquelle les influenceurs sont devenus aussi importants. Ils ont également bénéficié du fait que les célébrités traditionnelles n'ont pas tout de suite compris l'importance du digital. Et donc, elles sont devenues vraiment, ces influenceurs sont devenus le relais principal des marques en termes de communication. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'aujourd'hui, ces générations Y ou Z ne veulent plus être interrompues par de la publicité. C'est-à-dire que ce modèle qui a été le modèle dominant pendant 50 ans, il ne marche plus. Donc, il faut arriver à intercepter ces audiences là où elles sont inspirées. Et ce qui les inspire aujourd'hui, c'est regarder le profil d'une influenceuse ou d'un influenceur, pas pour chercher un produit, pour chercher un style de vie. C'est regarder des séries et c'est les jeux vidéo. Donc ça veut dire qu'en fait, les marques sont en train de préempter ces univers-là. Et ça, c'est un changement très très important, parce que c'est un changement dans lequel on dit finalement on ne fait plus la promotion des produits, mais on fait la promotion d'un style de vie. J'irais même jusqu'à dire d'une identité culturelle. Et il y a aussi une part de rêve, comme il peut exister dans la très bonne publicité, qu'on retrouve effectivement aujourd'hui dans d'autres supports. Mais bon, restons encore un instant sur cette catégorie des influenceurs. Ce matin, Sidney Toledano disait presque que les millennials étaient déjà trop vieux. Il nous parlait de sa petite fille qui a quelques semaines. Il pensait plutôt à elle à 2050. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être influenceur. Parfois, les gens rient un peu quand on dit une influenceuse, une blogueuse. C'est facile de se moquer, mais il y en a des très bons et des très pertinents et des très malins. Et surtout, il y en a beaucoup qui sont très engagés, puisque c'est le thème de notre table ronde, notamment chez les jeunes. C'est qu'aujourd'hui, on peut suivre sur Instagram le style de vie d'un gamin ou d'une gamine de 22 ans, qui par ailleurs a aussi des engagements, qui par ailleurs aussi a des causes qui lui sont chères, et qui a aussi un comportement sociétal qui n'est pas neutre. Donc c'est moins léger qu'on y paraît, peut-être, ce monde de l'influence, des influenceurs. Oui, c'est moins léger. Alors, il y a quand même plusieurs paradoxes dans tout ça. C'est-à-dire qu'on est d'accord que c'est la fin de l'exclusivité qu'on a finalement transféré ou qu'on a transformé en inclusivité. Ça, c'est voilà. Il y a ce rapport entre l'exclusivité et l'inclusivité. Il y a aussi le fait de se dire finalement, on a remplacé l'exclusivité par le fait d'être inspirant. C'est-à-dire que ce qu'on demande à un influenceur, c'est pas d'être exclusif, c'est d'être inspirant. Et l'inspiration aujourd'hui. Ces nouvelles générations, elles la trouvent dans le fait de
finalement bader, c'est-à-dire de regarder de manière à la fois envieuse et jalouse le style de vie d'une influenceuse qui va passer dans sa salle de bain, photographier son chat, les tatouages de son copain et des produits auxquels elle est familiarisée. Voilà. Donc, si vous voulez, bon, voilà, il y a un aspect culturel vraiment très important. C'est-à-dire qu'en fait, le produit n'est plus au cœur. C'est un univers. S'inscrit dans un univers. Alors écoutez Esther, je ne sais pas si vous photographiez votre chat et les tatouages de votre camarade ici présent, mais c'est vrai qu'on a parlé d'inclusivité. Vous, évidemment, c'est quelque chose qui vous touche de près, puisque vous avez créé cette marque, je le rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, où il y a une taille unique, avec des vêtements qui s'adressent à toutes les femmes. Mais pour vous, la victoire, ce sera quand on ne précisera plus les choses. C'est le jour où on vous appellera pour vous dire « j'aime votre mode », vous et à votre ami... Monsieur Delepierre, et qu'on aimera votre marque pour ce qu'elle est et qu'on ne viendra pas vous chercher pour l'inclusivité. Pour vous, c'est le droit à l'indifférence qui existe dans la mode ? Oui, et c'est une question assez complexe parce que quand on vient nous chercher pour un édito et qu'on nous dit on adore votre marque, on fait un shooting grande taille, est-ce que vous voulez nous prêter des samples ? On a toujours ce moment d'hésitation où on se dit encore un shooting grande taille. Donc on a cette responsabilité, cette nécessité de communiquer à cette audience parce que ça s'appelle l'inclusivité, mais l'inclusivité c'est aussi que tout le monde puisse être représenté. Donc oui, on aimerait que ce ne soit plus une question. Ça va venir, je vous rassure. Ça oui, et en même temps, par rapport à l'ADN de la marque, avant tout c'est une prise de parole. Comme on l'a dit, on a la chance d'avoir de notre côté, avec ce concept d'inclusivité de taille unique, une audience beaucoup plus mature que ce qu'on peut le penser. Donc, quand on s'est dit, OK, on lance la marque, on va regarder les chiffres, quelle est la femme qui n'est pas, de par sa taille, touchée par le luxe aujourd'hui, on se rend compte que les gens attendent ça. Et ce qui est très paradoxal, c'est que par exemple, dans la presse, on nous fait des super shootings et des super éditos où on se dit mais c'est génial, cette femme est magnifique. On va en boutique, où est le produit ? Oui, voilà. bien sûr. Et donc, voilà, comment faire pour que ce sujet n'en soit plus un ? Nous n'avons pas la réponse. Et donc, c'est vraiment une question, c'est un équilibre super subtil à trouver au quotidien. Esther, peut-être. Oui, et je voulais aussi réagir parce que quand Balthazar parlait d'inclusivité tout à l'heure et quand on parlait justement de nous appeler que pour des shootings grande taille ou pas, c'est la même chose pour les vêtements. Je veux dire, quand on propose de la taille unique, on fait déjà cette démarche-là de dire que deux filles qui ont deux corps différents vont aller sur le même rack. Il n'y aura plus de cases où il y aura le magasin à partir du 44 et le magasin en dessous du 44. Donc, elles n'auront plus à se séparer, à changer de trottoir. Non, c'est OK. On pourra se prêter ses fringues, on pourra tomber enceinte et garder le même vêtement. Je veux dire, on pourra trop manger à Noël, ça sera la même chose. On gardera toujours la même pièce. Donc, à partir de là, à partir du moment où cette démarche est faite, on attend qu'elle soit la même pour les éditos et pour la presse et qu'on arrête de nous catégoriser parce qu'en fait, le but, c'est d'arrêter de catégoriser les gens. C'est ça l'ADN réel de notre marque. Donc. Alors c'est vrai que c'est une demande qu'on sent très forte chez les jeunes. Ah, pardon, excusez-moi. Je pense que vous êtes tous d'accord ici, c'est que nous, on n'a pas tout à fait 20 ans ici, peut-être vous pas loin, mais on a quand même un petit train de retard là-dessus, qui est en train d'être rattrapé. Je pense que toutes les sociétés qui sont ici, tous les représentants de ces tables rondes en ont conscience. Et il y a aussi un élément qu'on n'aborde pas souvent parce que c'est très tabou, mais j'ai aucun problème à poser la question, notamment à Balthazar Delepierre, c'est qu'on a beaucoup vu pendant des années une mode faite par les hommes et principalement par des hommes qui aimaient les hommes, sans vouloir être dans la vie privée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit toute une génération de jeunes femmes. Il y a beaucoup moins de jeunes femmes que d'hommes encore dans les gros postes de créativité, de créateurs de la mode, mais c'est quelque chose qui s'arrange et qui va avancer un peu. Et Balthazar, vous avez un discours là-dessus. C'est vrai que aussi, vous êtes un garçon, mais vous pensez à la mode pour les femmes, quoi. Vous n'êtes pas un tortionnaire, quoi. Non, c'est vrai que c'est un changement. Merci beaucoup, Esther. De dire qu'aussi on dessine des vêtements, puisqu'on a la chance de pouvoir dessiner à deux les collections, avec aussi ce rapport très concret au corps de la femme et peut-être moins fantasmé, et pour tourner moins ça autour de moi ou des hommes en général, c'est aussi le fait, je pense, que la femme aujourd'hui aime son corps. Ça paraît très bateau de le dire, mais c'est aussi une énormissime vérité. On travaille avec des mannequins. J'ai jamais vu des filles qui
Qui s'aimait autant. Ouais. Ce qui est très très bien et parfois aussi Vraiment, très embêtant. c'est un peu Et donc exaspérant. le changement vient vraiment des deux parties et c'est super important, quoi. Il y a beaucoup de minces qui se détestent, je vous rassure. Mais oui, mais je veux dire, la balance est la même. Je veux dire, on a les conversations qu'on a avec des filles rondes qui ont des soucis avec elles, on les a aussi avec des jeunes femmes en 34 et l'adoration de soi-même est également réciproque. Donc c'est ça qui est assez beau aussi à voir. Donc, en tout cas, bon, vous voyez qu'on n'aura pas de tabou sur cette table ronde. On va continuer dans les questions compliquées. Je me tourne vers vous, Guillaume, mais je crois qu'on peut tout aborder. Non, mais c'est vrai que la mode peut se saisir de tout. Et c'est vrai qu'on a parlé ensemble aussi des risques d'une communication opportuniste. C'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de questions qui se posent sur la représentativité des gens qui portent les vêtements, qui peuvent venir de tous les pays du monde, avoir des couleurs de peau très différentes. Je crois qu'en quelques années, on a fait comme un grand bond avec ça, mais qu'il y a aussi des choses qui sont risquées, parce que le bad buzz est jamais très loin sur ces sujets-là. Et vous me citiez aussi, évidemment pas une marque précisément, mais aussi le cas où on communique avec des gens de couleur noire, et que quand on va dans les magasins ou quand on va sur l'Instagram du créateur en question, c'est un univers tout blanc. Ou dans les entreprises aussi. Ou dans les leurs entreprises. employés. Je voulais juste revenir sur rapidement. On parle de communication engagée, et je pense que ce qui est important de préciser, c'est qu'on est vraiment à un moment charnière. C'est comme un peu tout. Enfin, je veux dire, la mode est bien évidemment cyclique, et pour aussi faire le lien à ce que vous disiez tout à l'heure, en termes de génération, je pense que là, on est vraiment entre deux générations, et même entre trois générations. Je pense que la différence aujourd'hui, c'est que les plus jeunes ont une voix, alors qu'il y a 20 ans, on ne les écoutait pas, on ne les entendait pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire avec plusieurs strates en termes d'âge, et c'est là où, en fait, tout a changé. Et c'est vrai que... Pardon. Nous aussi, aujourd'hui, on réfléchit bien à parler à absolument tout le monde et à aller chercher un public qui est plus jeune pour lui apporter des valeurs et pour faire le lien à ce que vous disiez tout à l'heure, pour l'éduquer aussi, parce qu'il s'éduque aussi très rapidement, mais c'est aussi notre devoir de le faire. Donc, pour répondre à votre question, oui, je pense qu'encore une fois, étant donné que avec les réseaux sociaux, avec justement les informations que les gens peuvent trouver aujourd'hui par eux-mêmes, si on essaie de déguiser quelque chose, aujourd'hui, ça ne marche plus. Parce qu'il y a toujours quelqu'un sur Instagram pour dire « Ah oui, mais ça vient de là. Ah oui, mais en fait, vous avez fait une campagne de pub avec que des mannequins noirs, alors qu'en fait, dans votre défilé, il n'y en a pas une seule, parce que ça a été... Enfin, si je continue à donner des indices, tout le monde va faire de quoi je parle, mais... Et voilà, mais en fait, aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si ce n'est pas vraiment profondément ancré dans ce que vous faites et au quotidien, il y aura toujours quelqu'un quelque part pour le montrer, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le message, la communication, c'est un dialogue, déjà, avant tout. Donc, il y a un message. Avant, j'ai le sentiment qu'il était quand même assez unilatéral. Aujourd'hui, évidemment, il y a une partie, c'est participatif. C'est que les maisons qui sont ici, qu'elles soient petites ou des grands groupes, aujourd'hui, les consommateurs peuvent discuter, peuvent communiquer, peuvent faire des posts, peuvent commenter. Et surtout, ils ont chacun maintenant leur communauté. C'est-à-dire que ça soit une communauté de 300 personnes, ou 5000 personnes, ou 200 000 personnes, et ils parlent chacun à quelqu'un. Donc, alors c'est là que je vais me tourner vers vous, Michael, c'est que justement, si on veut se saisir de ces communautés, essayer de les comprendre, d'affiner un peu les choses, c'est avec un outil comme le vôtre qu'on peut éventuellement y arriver. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, vous dites quelque chose de très intéressant, c'est que c'est très bien d'aller dans la communication d'influence, mais comment y aller et qu'est-ce qu'on dit ? Oui, je pense qu'en fait, justement, parce que cette communication s'adressait à des générations qui n'étaient pas les générations cibles des marques du secteur de la mode, du luxe et de la beauté, du coup, il y a eu un peu un grand n'importe quoi pendant les premières années. C'est-à-dire qu'on a perdu les principes de base, qui sont le fait de se dire, finalement, à un moment donné, j'ai un message à envoyer à une audience avec un objectif. Et les marques, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles se sont dit, il faut absolument que je communique avec les millennials, quoi qu'il arrive. N'importe quel client qu'on allait voir il y a 3-4 ans, c'était... Je veux communiquer avec les millennials. Oui, mais pour leur dire quoi ? Et avec quel objectif ? Et donc, en fait, là, aujourd'hui, on revient à quelque chose d'un peu plus sensé. Donc, en fait, soit on a un objectif de notoriété, soit on a un objectif de conversion sur l'e-commerce ou de légitimité sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas les mêmes personnes qu'on va adresser. Quand on parle d'influence, on sait qu'aujourd'hui, c'est un secteur sur lequel on peut segmenter 3 types d'influenceurs, ce qu'on appelle, nous, les all-stars, c'est-à-dire les célébrités et les méga-influenceurs. Ensuite, on a vraiment ceux qui sont ce qu'on appelle les macro-influenceurs. Alors, juste une célébrité ou un all-star, c'est des gens qui ont plus de 5 millions de followers et qui, généralement, ont une vocation
artistique en parallèle de ce qu'ils font en tant qu'influenceurs. Il y a quelques exceptions notables, mais généralement, ce sont des gens qui sont célèbres indépendamment des réseaux sociaux. Ensuite, on a ce qu'on appelle les macro-influenceurs, qui sont des gens qui ont entre 100 000 et 5 millions de followers. Donc ça, ce sont des gens qui sont généralement de purs talents digitaux, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment nés avec l'ère Internet et qui font les photographies de chats, chiens, produits dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on a ce qu'on appelle les micro-influenceurs, qui sont les personnes qui ont moins de 100 000 followers. Nous, on considère qu'un micro-influenceur, c'est quelqu'un qui a de l'influence à partir de 5 000 followers. Et si on regarde un petit peu ce cycle de communication, on va dire que si on cherche de la notoriété, il faut plutôt aller vers des all-stars ou des macro-influenceurs. Si on cherche de la conversion et on va dire de la proximité avec son audience, c'est plus vers les micro-influenceurs qu'il faut aller. Bon, parfois on s'est retrouvé avec des marques qui cherchaient à faire de la notoriété avec des micro-influenceurs. Là, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc, effectivement, il faut associer une audience, un message et un objectif. Alors, Amélie, vous, à la Redoute, vous menez quelques expériences qui sont fort intéressantes. Évidemment, il y a la notion du body positive dont vous avez parlé déjà tout à l'heure. Vous m'avez dit aussi que depuis très longtemps, mais aujourd'hui encore, vous veillez à ce que des femmes issues de la diversité soient présentes dans votre communication, dans la représentation de votre mode. Et puis aussi, vous avez des initiatives, vous m'avez parlé de collaboration qui s'appelle About the Worker, avec des ouvriers. Racontez-nous de quoi il s'agit. Peut-être pour rebondir sur les millennials, parce que souvent... Rebondissez, tout ce que vous voulez. Je rebondis et je vais aller dans votre propos. Moi, ça fait 8 ans que je suis sur la transformation de la Redoute et que je travaille avec l'équipe. Et souvent, on m'a dit, mais oui, c'est bien votre truc, mais en fait, est-ce que tu rajeunis la marque? Est-ce que tu vas chercher les jeunes? Parce qu'il y a une question avec la Redoute qui est quand même la marque de vos grands-mères. Hein. On a 180 ans, donc il faut quand même y aller. Et le sujet, en fait, c'est vrai que c'est qu'est-ce qu'on leur propose. Et quand on fait une collaboration avec Christelle Cochet, par exemple, ou avec Casa 93, ou des initiatives comme ça, je vais reparler de About the Worker juste après, on va chercher effectivement des collaborations qui ont du sens. Hein. Ça fait 50 ans qu'on en fait à la Redoute, donc là, encore une fois, c'est dans notre ADN et on est légitime, et c'est pour ça que les marques nous retrouvent. Et ça dépend du propos, c'est-à-dire que avec une Christelle Cochet qui intéresse les millennials et qui va me faire une com un peu barrée pour la Redoute, faut être clair, je sais que je vais aller toucher une autre cible et je la laisse faire et ça m'intéresse. Par contre, sur d'autres collaborations, on sera, on va dire, sur une cible plus mature ou plus classique. Donc sur About the Worker, là c'est une collaboration que j'aime beaucoup parce qu'on est sur vraiment encore autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif. C'est Limite Artistique, c'est 2 jeunes qui s'occupent de ça et qui font limite des expériences en fait et de la performance. Et leur sujet de la collaboration, c'est la mode participative. Et finalement, c'est d'amener la mode sur un autre terrain, sur un terrain où on ne va jamais. Et là, ils sont venus vers nous et on a fait une collection qu'on commence à sortir là avec nos collaborateurs ouvriers de Quai 30, Quai 30 étant notre site logistique. Donc on a fait un appel à volontariat et on a 5 personnes qui ont travaillé avec ces jeunes qui sont alors là qui ont moins de 25 ans je pense pour sortir une collection. Et c'est cette rencontre là de mode participative en termes d'expérience qui était très intéressant et qui redonne aussi du sens finalement sur ces personnes qui nous disaient aimer la mode, la toucher au quotidien parce qu'ils préparent des colis pour tout le monde, mais finalement ça leur paraissait inaccessible de se dire je ne vais pas dire qu'ils ont designé la collection, mais ils ont participé collectivement à la construction de cette collection. Donc voilà, c'est vraiment autour de la rencontre, et je pense qu'il y a plein d'autres marques qui font plein de choses aussi, mais c'est un exemple pour montrer que, en tout cas, pour nous, la principale valeur, c'est la sincérité. Donc, dans ce qu'on fait, et quand on va l'exposer à une cible, c'est ça qui compte, et je pense que c'est pour ça qu'on est encore là. C'est parce qu'on est sincère dans ce qu'on fait. On est loin d'être parfait, on a beaucoup de choses à améliorer dans différents domaines. J'ai pas de doute qu'ici, il y a eu des problèmes de logistique sur la Redoute, vous viendrez me voir à la fin. Mais continuez, parce que vous êtes résilients, mes clients sont extrêmement résilients, parce que vraiment, on y met tout notre cœur. Et c'est pas si simple que ça de transformer une entreprise comme la Redoute. En revanche, voilà, il y a une question sur les millennials et les plus jeunes, c'est quelle proposition de valeur. Et je vais pas aller
avec les collections La Redoute aujourd'hui, m'adresser aux moins de 25 ans, ça aurait pas de sens. Ça a du sens avec d'autres parties de mon offre. La question du sens, elle est au cœur de notre débat, puisque effectivement la communication, c'est donner du sens, en tout cas faire comprendre aussi ce qui se passe dans une marque, expliquer un peu une collection, une direction artistique. Et c'est vrai que Esther, vous m'avez dit quelque chose qui était très intéressant, c'est que s'adresser à toutes les femmes. On voit aujourd'hui la question du féminisme. On parle du corps, mais il y a aussi la question du féminisme qui est très présente en ce moment dans la mode, hein, jusqu'à chez Maria Grazia, chez Dior et plein d'autres maisons qui se posent cette question-là et qui posent cette question-là aujourd'hui. Et en fait, vous dites, vous, Esther, que en fait, c'est un humanisme qui finalement rejoint d'autres, comme celui de faire attention à la question environnementale, comme celle des conditions de travail des salariés et des ouvriers de la mode, et qu'en fait ça se rejoint, c'est-à-dire que si on fait attention à la situation des femmes dans l'entreprise, si on fait attention à la situation des personnes atteintes des handicaps, si on fait attention à la planète, à la pollution, on fait la même chose, et c'est un humanisme. Ben, justement, le groupe d'avant parlait de proximité, et je crois que on est tous les deux vraiment d'accord avec ça. Et sur la question de l'humanisme, nous on produit effectivement à Bruxelles, à 20 minutes de notre studio, et on produit dans un atelier de réinsertion socio-professionnelle. Donc du coup, ces questions-là aussi, la question aussi de parler avec ceux qui aiment le vêtement, mais qui ne sont pas forcément designers, mais qui le fabriquent, est une vraie question, est un vrai sujet. Et donc du coup, la question est de la femme, mais de celui aussi qui produit, nous touche, et surtout doit toucher tout le monde. Je veux dire, c'est plus une question. Aujourd'hui, c'est pas une question. C'est une urgence. Oui, mais ça doit être un acquis en fait demain. C'est même hier. Et même par rapport aux questions de pourquoi on fait ça. Et on fait des vêtements, on les vend. Et avec Esther, on est beaucoup plus heureux que le résultat de la vente nous permette de payer ces gens-là que la vente en elle-même. Et ça change drastiquement la manière dont on envisage aussi pourquoi on se lève chaque matin pour faire des vêtements. Oui, c'est juste un processus global. C'est une façon de penser globale. C'est pas juste tâtonner des choses. C'est être global. Et je pense que la question du féminisme, du coup, est absente parce que c'est juste penser en tout. Et c'est tout. Guillaume, vous vouliez... Non, je voulais juste dire, si on regarde un peu, il y a eu des moments, la question des femmes s'est posée avec MeToo, le développement durable s'est vraiment posé avec la COP21, les vidéos sur les abattoirs et donc en fait, c'est encore une fois, je pense que c'est une question de génération aujourd'hui. Les plus jeunes, donc pas nous, peut-être vous, à partir du moment où il y a un sujet qui est mis sur la table, ils veulent plus lâcher en fait. Et donc, je pense que maintenant, ça va uniquement se passer comme ça. Michael, peut-être vous, dans les études que vous menez, qui sont peut-être plus précis, en tout cas, quand les émotions sont plus quantifiables, est-ce que ce sont des sujets qui reviennent? Est-ce qu'il y a des communautés d'influenceurs qui sont à la fois et dans la mode et à la fois très engagés? Vous arrivez à cibler ces gens-là? Alors oui, ça m'inspire une pensée, c'est que je pense que on prend le top 20 des influenceurs dans le domaine de la mode, je pense qu'il n'y a que des femmes. Ouais. Donc oui, mais est-ce que... Pour la question, mais au comité exécutif des grandes maisons, il y a plus d'hommes. Excusez-moi, mais là j'ai un peu de mal. Amélie Poisson. Non, mais sincèrement, on va pas faire, mais la parité dans les entreprises. Alors c'est pas une question à la Redoute parce que j'ai 2 présidents, dont une femme, et qu'on est 4 au comité de direction et que on est à salaire égal dans cette entreprise. Et je sais que c'est assez rare en France. Donc c'est bien de dire la mode c'est les femmes, mais en vrai, les patrons, et y compris dans les e-commerce, c'est toujours des hommes et il y en a marre. Oui, mais moi, je suis d'accord. Hein. Je dis juste que... Il me semble que vous étiez réjoui de la présence des femmes qui ont une influence grandissante. D'abord, j'en étais réjoui, mais surtout ce que je dis, c'est que si on considère que justement... Non, pas du tout. Si on se dit que les influenceuses, justement, elles sont représentatives des générations Y ou Z, là, il y a... Voilà, c'est une prise d'influence qui est notable. Le top 20 des influenceurs, ce sont des femmes. J'ai un vrai doute sur... on travaille tous avec les influenceuses et influenceurs, et c'est un nouveau... on ne peut pas faire sans, donc on y met tous. Les plus jeunes générations ont un scepticisme important
Hein, là, on parle des moins de 15 ans. Regardez, je suis sûre, vous êtes parents de ces ados, là, les pré-ados, même les 9-10 ans. Ils savent décoder tout ça. Donc, c'est pas que c'est fini, mais sincèrement, on doit passer dans autre chose. Donc là où je rejoins mon voisin, c'est que ça va aller très très vite. Voilà. Et que ce sujet de la sincérité et l'alignement finalement des marques est fondamental en termes de communication. Guillaume voulait parler, justement, je voulais vous lancer sur quelque chose, que la communication engagée, c'est aussi une construction médiatique. On le sait tous. Alors, si c'en est qu'une, c'est un peu dommage. Et comme vous dites, les jeunes l'identifient très vite. Et à la fois, il n'y a pas de honte à faire non plus du marketing, hein, et de parler aux médias. Donc, comment on ajuste le curseur? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à vos clients? Moi, ce que je voulais rebondir, c'est vrai qu'on travaille avec plusieurs marques de cosmétiques, mais nous, c'est vrai qu'on aborde tout le temps le sujet avant de commencer avec un client. Et c'est vrai que moi, je demande toujours, voilà, quel est où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous faites. Et la plupart du temps, pour les marques de cosmétiques, je ne sais pas si ça s'applique vraiment aujourd'hui, mais les gens qui sont en face de moi, ils se fissurent complètement parce que, à une ou deux exceptions près, mais le moment où le consommateur va se retourner et va commencer à poser des questions, il y en a qui seront foutus. Et c'est vrai que on travaille aussi avec des eaux minérales et toute la question du plastique. C'est déjà en effet puissance 10 000. Donc après, encore une fois, ils en sont aussi victimes. C'est-à-dire que il y a des marques qui font des choses depuis des années, qui l'ont pas communiqué parce que j'en sais rien. Et aujourd'hui, ils souffrent du tournant, alors que ils utilisent des matériaux recyclés et pas que ça va vraiment beaucoup plus loin. Mais c'était quoi la question déjà? C'était la question, bravo. La question du curseur entre la communication sincère, engagée et sincère, et la construction médiatique et purement marketing. Voilà. Oui, mais on n'est pas des lobbies. Hein. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi personnellement, je peux pas défendre des sujets on passe quand même beaucoup de temps avec les marques qu'on représente et ça nous est arrivé d'arrêter des collaborations parce qu'on voyait que derrière il n'y avait rien. C'est des gens et voilà, pour être très honnête, c'est aussi des fois ce que je reproche à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on est là à parler, et puis après derrière, qu'est-ce que font les personnes vraiment? Donc voilà. Après, encore une fois, il y a une machine qui a été mise en marche. On pourra plus retourner en arrière, mais voilà, c'est vrai que des tables rondes, des conversations, il y en a maintenant depuis 2 ans. Les choses vont très vite. Mais encore une fois, le consommateur, lui, une fois que l'idée s'est formée dans sa tête, il arrête du jour au lendemain. Donc il faut aller encore plus vite. Mais pour revenir à la question, pardon Michael, c'est vrai que depuis le début de la journée, on voit quand même que l'intelligence artificielle fascine et fait peur aussi. Hein. La première table ronde ce matin, il y a eu aussi une opposition entre créativité et intelligence artificielle, alors qu'en fait, il semblerait que tout le monde travaille pour exactement la même chose. C'est-à-dire faire de la mode et le faire bien. Quand on parle on a des doutes sur les influenceurs, mais si on prend par exemple une fille comme Rihanna, qui est dans les big stars des influenceuses, parce que c'est une chanteuse, vous l'avez expliqué aussi, évidemment, elle fait quelque chose de sa vie autre que de photographier son chat et ses propres tatouages. C'est aussi une fille qui a changé les choses, qui a changé le regard sur le corps humain. Elle fait pas du 34. C'est une femme noire, c'est une femme engagée, c'est une femme libre, c'est une femme qui n'est pas sous la coupe d'un homme. Donc, en fait, les influenceurs, c'est ça aussi, non, Michael? Ça peut être ça aussi. Oui, je pense que les personnes aussi sont en train de devenir des marques. En fait, c'est aussi ce phénomène qui est assez important. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, dans les cours de marketing, on disait que les marques devaient devenir des personnes. Là, c'est les personnes qui sont en train de devenir des marques. L'exemple de Rihanna est bon, celui de Kylie Jenner, qui, parce qu'elle trouvait qu'elle avait des lèvres fines, a créé ce produit pour pulper les lèvres, qui s'est transformé en une société qui vient de se revendre la semaine dernière à 1,2 milliard de dollars, au nez et à la barbe des géants de la cosmétique mondiale. Ça dit quelque chose aussi de la prise de pouvoir de ces marques digital natives qui sont inclusives, qui sont en train de casser les codes et de casser les routines avec la possibilité de produire mieux, des quantités plus petites, plus rapides, avec des cycles de vente qui sont
le fait de laisser des produits pendant uniquement 15 jours disponibles, de manière à ce que tout le monde se les arrache et puis les arrêter. Donc il y a à la fois le côté marketing et il y a le côté commercial qui est touché par justement cette nouvelle génération d'influenceurs. C'est vrai qu'on vit un bouleversement quand même du secteur de la branche qui est assez incroyable. Je pense que l'année prochaine, ici, il y en aura d'autres conversations qui seront tout à fait nouvelles. Mais je ne sais pas, Esther, juste avant de terminer, je pense qu'il faut arrêter de parler d'influenceurs, il faut parler de talents digitaux. Voilà. Okay. Je pense qu'un talent digital, il peut également avoir un talent artistique qui lui est associé. On parlait de Rihanna, mais il y a plein d'autres exemples de ce type-là. Et je pense que c'est ça, en fait. L'ère des influenceurs, je pense que c'est terminé. On revient vers le talent. Le talent parle parce qu'il est authentique, parce qu'il est culturel. Et je pense que voilà, c'est ça la nouvelle vague. Je pense que ce qui a changé, c'est que le talent et l'inspiration ont remplacé l'exclusivité. Et je pense que les influenceurs ont finalement été le cheval de Troie de ces talents digitaux. Peut-être un mot, Esther, je vais revenir sur Kylie Jenner. Ça vous fait rêver, vous, 20 ans, et de vendre son entreprise $1 milliard? Non, je crois qu'ils m'ont tous vu rire, en fait, même quand on a parlé de ça à l'instant. Vous voulez dire faire un produit pour que mes lèvres soient pulpées et vendre ça à $1 milliard? Non, pas du tout. Non, je pense qu'aujourd'hui... c'est un business model, elle a beaucoup de chance, formidable, bien elle. Mais en tout cas, de mon point de vue, une marque aujourd'hui, pour moi, peut exister que si elle a du sens. Si elle est authentique, je veux dire, elle n'a pour moi sa légitimité que si elle a du sens. Si elle peut encore apporter quelque chose, parce qu'on a trop de choses, il y a trop. Donc, je trouve ça vraiment compliqué de s'extasier de ce genre de choses. Enfin, c'est le banquier qui est content. Oui, j'imagine. Mais vous posez la bonne question, Esther, c'est la question effectivement du sens. Et on va finir avec ce dernier thème, c'est qu'il y a quelque chose qui se profile, c'est la déconsommation quand même. On voit aussi que demain, toute une partie de la population peut peut-être changer ses comportements. Il y a le troc, il y a la seconde main, on a beaucoup parlé aujourd'hui, il y a le vintage, et puis il y a aussi carrément la déconsommation, où les centres d'intérêt vont changer. Comment vous, et on finira là-dessus, vous allez appréhender ce mouvement-là, comment communiquer pour vendre des choses quand les gens ont peut-être envie de moins en acheter? Madame la Redoute, à vous. Je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question. Oui, c'est vrai que là, j'écoutais avant, le sujet du C2C de la seconde main ne touche pas du tout que le luxe, bien au contraire. Vous avez tous vu l'avènement cette année de Vinted, qui est arrivé dans les top sites français, et c'est un raz-de-marée. Vraiment. Et on ne parle pas du Bon Coin qui fait aussi qui est un marché parallèle depuis des années en France, ou simplement de votre brocante du week-end que les Français affectionnent particulièrement, ou autre vide dressing où tout le monde participe dans l'ensemble des couches de la société. À Lille, vous avez la plus grande des brocantes. Oui, mais bon, pas forcément sur la mode, mais c'est beaucoup de moules, mais bon. Donc, du coup... c'est des phénomènes qui sont présents depuis très longtemps. J'ai vu même à Lille, quand même, il y a quand même un truc que je trouve dingue. Il y a des gens qui ont ouvert une boutique, vous ne payez plus les produits, c'est-à-dire que votre produit a une valeur, ça vous donne une monnaie virtuelle, vous déposez le produit et vous pouvez racheter avec cette monnaie virtuelle la veste de monsieur pour l'équivalent, etc. Donc comme quoi, on est dans un troc du Moyen-Âge, donc c'est vraiment et tout un tas d'initiatives, de modèles nouveaux qui font forcément disrupter le commerce. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, la question aujourd'hui pour une marque comme La Redoute, c'est est-ce qu'on doit opérer nous-mêmes une plateforme seconde main, ou bien est-ce qu'on doit s'allier et aider nos clients à participer à cette économie circulaire? Voilà, on va y répondre, et c'est une question qui se pose et sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment. Comme la location, parce que le phénomène de déconsommation, ou sur les jeunes générations, la perte de la propriété, qui est un autre sujet. C'est vrai que pourquoi posséder des choses aujourd'hui, surtout qu'on s'en sert très très peu. Un vêtement, vous savez bien que on le met en moyenne 7 fois et puis on le ressort plus, donc c'est juste délirant. Mais ça se pose sur tous les biens de consommation, en fait, que ça va du gaufrier, du machin, du truc. Donc voilà. Donc tout ça, je pense que toute la société va être touchée par ça, et donc toutes les marques s'y préparent. Donc ça change radicalement à moyen terme, on va dire, nos business models. Donc voilà, on est tous en laboratoire sur ces sujets-là de location ou de seconde main.
Et Guillaume, peut-être pour finir, vous, alors, après vous pouvez ajouter quelque chose si c'est impérieux, mais peut-être pour finir, j'imagine que vos clients se posent déjà la question de comment intégrer ces notions-là de déconsommation, de décroissance, de conscience. Après, encore une fois, en fonction des marques ou des groupes, de ce qu'elles représentent, chacun aborde le sujet différemment et au final, voilà, il n'y a pas une manière de faire. Il y a des gens qui attaquent le sujet par la question de la surproduction, il y a des gens qui attaquent le sujet par les matières, voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est que le public, justement, est archi demandeur et archi prêt à entendre beaucoup plus. J'ai cet exemple d'un gros groupe en fait où le responsable du développement durable lui voulait commencer à aborder les sujets de souffrance animale et c'est là où en fait justement toute l'équipe corporate disait non, absolument pas. Donc je pense que ça c'est un prochain sujet qui a déjà commencé, mais voilà, moi je pense que le public et le consommateur est beaucoup plus prêt qu'on ne le croit à aborder ces sujets. Formidable. Écoutez, peut-être qu'on va se tourner vers notre salle pour peut-être répondre à quelques questions. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Monsieur? Ah, vous faisiez coucou. Ah, c'était bonjour. Monsieur, peut-être. Oui, bonjour. Je poserai la question de la valeur des valeurs. On parlait de transparence, de sincérité. Donc, quelle est la valeur de ces valeurs dans un monde de communication digitale où la crédulité ambiante pousse à s'emparer des fake news comme de réalité? Donc, alors, justement, donc la valeur des valeurs exprimées. Bien sûr. C'est tout à fait pertinent. Moi, je pense qu'il y a un énorme business à faire, c'est le business du fact-checking. Et en fait, par rapport à quelque chose qui s'est dit tout à l'heure sur la scène, c'était pas nous, c'était les gens d'avant, où on a dit que on consommait 400 fois plus de vêtements que c'est complètement faux. On consomme 2 fois plus, je crois, de vêtements depuis les 20 dernières années. Donc oui, je pense qu'en fait, parallèlement à tout ce qui se fait, les influenceurs qui retouchent leurs photos, tout ça, il devrait y avoir à côté une sorte de contre-pouvoir. Checking de la mode. Exactement. Ouais. Mais je pense que ça s'opère encore une fois avec les réseaux sociaux, ça va s'opérer plus ou moins tout seul. Il y a Diet Prada, il y en a plein. Enfin voilà, des gens qui. Bon, donc ça s'organise. Mademoiselle, là-bas, il y avait une question, je crois aussi. Oui. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. C'était quoi déjà Oui. Prenez votre temps. Madame Poisson, bonjour. En fait, vous avez. Je suis tout à fait d'accord avec vous, comme quoi aujourd'hui, toutes les marques, même les marques de luxe, luxe accessible, prêt-à-porter. Je ne sais pas comment on peut l'appeler parce que je ne veux pas le dénigrer non plus. Accessible, fast fashion. Voilà, merci beaucoup. Je suis la redoute. Hein, Zara, oui, voilà. Moi, il faut, comme vous dites, toutes auraient intérêt, au vu du public d'aujourd'hui, à faire, comme vous dites, une sous-marque qui recycle, qui revend, soit en customisant ou en réadaptant au niveau du merchandising, de la présentation, les produits invendus. L'aspect solidaire aussi est à prendre en considération, mais est-ce que justement aujourd'hui, au vu du sujet de la journée, qui est finalement très axé sur ce qu'on appelle le RRR, hashtag RRR, n'est-ce pas? Recycler, réutiliser, réparer. Il ne faudrait pas que tout le monde, comme vous dites, pense à ça sérieusement. On n'a pas parlé du recyclage, mais c'est vrai qu'en France, nous, on fait partie des organismes sur le recyclage textile. Donc, il y a seulement 30% du textile qui est recyclé. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a un sujet de collecte. Et évidemment, c'est les acteurs mass market qui doivent faire le travail. Ce n'est pas un sujet du luxe, bien entendu. Donc, c'est aussi un sujet sur lequel on peut accélérer, notamment au sein du groupe Galeries Lafayette, puisqu'on a été racheté par les Galeries Lafayette. On réfléchit à ces questions-là. On peut avoir un poids et accélérer les filières de recyclage
via par exemple Relais Colis, etc. Donc après, il faut aller jusqu'au bout de les filières, parce que le sujet, c'est pas juste la collecte, c'est ensuite qu'est-ce que vous faites des vêtements et comment vous les recyclez. À l'opposé, on a étudié par exemple une collaboration d'upcycling, c'est-à-dire je prends mes vieux stocks de tissus, je les fournis à des créateurs pour refaire des vêtements. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé, pour être très transparente, le business model. Même si on veut pas gagner d'argent là-dessus, on en perdrait beaucoup. Donc après, à la Redoute, on n'a pas de surproduction, on ne brûle pas nos stocks. J'ai pas cet enjeu-là, mais on trouvait ça intéressant. Donc on réutilise les tissus d'une collection à l'autre, mais on trouvait ça intéressant d'aider les gens à faire de l'upcycling. C'est pas si simple parce que en fait, il faut pas perdre de vue. Le consommateur est de plus en plus conscient, mais quel est le prix qu'il est prêt à mettre dans le vêtement. Et sur le vêtement upcycling, il y a un sujet de style aussi, on ne va pas se le cacher, parce que pas grand monde a envie de s'habiller en patchwork. Donc, non mais... Merci. Bon. Une dernière question voilà. peut-être ? Voilà, mademoiselle, je vous en prie. Bonjour, merci. J'ai une question, c'est que la mode masculine, me semble-t-il, gaspille moins. Et il me semble aussi que les hommes entretiennent une relation beaucoup plus durable avec leur marque privilégiée. Même quand ils ont des trous, ils continuent à les porter. Enfin, c'est assez frappant, vu des femmes. Je pense que dans tous les foyers, ce sont les femmes qui disent « Hey chérie, ta chemise elle est trouée ou ton t-shirt est troué, il faudra peut-être envisager de le changer ». Sans aller jusque-là, est-ce qu'il n'y aurait pas des bonnes pratiques ou enfin des leçons à retenir du business model masculin, même si la confection féminine est réputée être plus technique et plus complexe? Et là, c'est le consommateur qui est différent. Après, l'industrie, c'est la personne qui achète qui est... Je pense qu'on peut éduquer les femmes, sans problème. Non, mais bien évidemment, c'est pas du tout... Vous avez raison, la mode homme a opéré un changement assez étonnant depuis quelques années où il se passe beaucoup de choses aussi. Ça pourrait être l'objet d'une table ronde également. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais... Je voulais vous remercier. Merci à tous. C'était passionnant, j'ai trouvé. Merci. Et puis on enchaîne quasiment dans la foulée avec la question de la conservation renouvelée. Ne bougez pas.